On a un temps de débat et peut-être ça, c'est l'une des questions peut-être qu'on peut discuter tout à l'heure après les interventions de Marianne Rigaud, Juan José Dorado et de Jean-Claude Vernier, bien évidemment. Et donc, toujours en préparant le débat, il nous semble, on s'est interrogé comment des journalistes comme par exemple Juan José Dorado, excuse-moi, je prononce très mal ton prénom, voilà. Mais on a eu une discussion tout à l'heure, donc apparemment je le prononce à l'italienne, donc c'est pas bien, donc voilà. Et que j'ai eu occasion de rencontrer dans son travail lors de justement cette entre guillemets commémoration marche pour l'égalité et d'un débat qu'on avait fait le 2 mars. Et il a présenté, j'ai vu le travail qu'il a fait, et il y avait une manière qui était assez fine, assez montrant la complexité du travail que nous on avait fait, montrant aussi la complexité de la question. Et je me disais comment on fait à travailler dans un journal, comme disait Mehdi, les journaux. Donc ce sont des gestionnaires, donc c'est l'argent qui prime. Et donc comment tu fais pour faire passer des sujets comme celui-là, et comment tu fais pour les traiter de cette manière-là, en allant au-delà du gestionnaire, en allant au-delà de la question de l'argent. Donc et en fait, et toi et Marianne, qui travaille aussi dans des médias officiels, entre guillemets, mais aussi dans des médias alternatifs, comment vous faites et comment c'est possible? Voilà. Alors, comment c'est possible? On se pose la question tous les jours, hein, parce que traiter... La première question, c'est que les journalistes, quand on sort de l'université, on n'est pas du tout préparé pour traiter les questions de migration. On n'est pas du tout préparé pour les traiter. On est préparé pour traiter des sujets, on est préparé pour traiter des sujets de société, de sport, d'économie, de politique, mais pour parler des migrations, on n'est jamais préparé. Et d'ailleurs, quand vous rentrez dans une rédaction espagnole, que ce soit à la télé, à la presse écrite ou à la radio, vous retrouvez que les journalistes qui traitent ces sujets, c'est souvent des stagiaires, c'est souvent des jeunes journalistes qui viennent de terminer l'université et qui arrivent dans une rédaction et on leur dit écoute, toi, tu vas parler des sujets des migrations. Et quand ces sujets deviennent importants, on leur enlève, on ne les laisse pas les traiter, on les passe au service politique essentiellement, ou au rédacteur en chef, ou au rédacteur qui est chargé des questions de sécurité, d'intérieur, parce que les sujets des migrations en soi ne sont pas très intéressants pour les rédactions, ça ne vend pas. Ça vend quand vous avez des centaines de migrants du côté marocain qui attendent pour sauter du côté de Ceuta ou de Melilla et que vous avez, entre guillemets, la chance d'avoir des images des 500 personnes qui essayent de sauter donc cette grille et vous avez 50 qui restent coincés dans des lames d'acier de 20 cm, les jambes à moitié arrachées. Là, oui, ça intéresse. Et comme disait Philippot, ça intéresse le temps de l'image, les premières 24 heures, voire 48 heures. Mais après, ce n'est plus un sujet des migrations, ce n'est plus un sujet des sociétés, c'est un sujet politique. J'aimerais vous raconter, il y a quelques mois, donc il y a eu cette affaire de Ceuta Melilla, il y a quelques semaines, où 15 migrants sont morts noyés, pour la plupart en essayant de rentrer sur les côtés espagnols de Ceuta. Et oui, mais au bout des 48 heures, le débat n'était plus à Ceuta, le débat était à Madrid. La politique d'immigration du gouvernement, la politique d'immigration de l'Union européenne. Mais qui parlait effectivement des 15 personnes qui sont mortes, qui parlait des centaines de personnes qui ont été donc repêchées
dans cet assaut donc, vers Ceuta, qui parlait des expulsions à chaud qu'on appelle, donc des gens que vous sortez de l'eau, que vous remettez à la police marocaine, et voilà, ni vu ni connu, ça, ils sont repartis. Personne ne parlait de ça. Alors, comment parler de ça, nous, les journalistes? Comme je vous le disais, c'est pas évident parce que d'ailleurs, on n'est pas formé quand on arrive. Alors, moi, j'ai découvert les questions des migrations en France, paradoxalement, mais avec les Espagnols. Je suis arrivé en France et on m'a dit, tu vas suivre la communauté espagnole. On avait quelques 200 000 Espagnols en France, donc il y avait quand même un peu d'infos là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était les migrations. J'ai découvert les migrations espagnoles, les migrations portugaises, tunisiennes, marocaines, etc. Et j'ai commencé, entre guillemets, à me former, moi tout seul. Hein. C'était le cas. Après, ce qui est difficile, c'est effectivement de vendre ça à ton rédacteur en chef. Alors, pourquoi parler du droit des votes des étrangers, maintenant qu'il y a des élections le 25 mai? Pourquoi parler du droit des votes des étrangers communautaires en France? Parce que quand je suis arrivé, les Espagnols ne votaient pas. Ils étaient à la communauté européenne, mais ne votaient pas encore. Hein. Donc, ça n'intéressait pas. Tant qu'il n'y a pas d'élection, ça n'intéresse pas. Alors, que ce soit un droit, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est vraiment le moment. Donc, ça a été très compliqué à vendre des sujets comme ça. Est-ce que les rédactions sont intéressées? Comme je vous disais, pratiquement jamais. Donc, il faut peut-être utiliser des images fortes, quand je fais de la télé notamment, surtout aujourd'hui. Donc, il faut utiliser des images fortes. Quand vous avez des belles images, entre guillemets, encore une fois, ça peut marcher. Alors, comment faire passer le message? Je me pose toujours, enfin, je ne me pose plus la question. Je me dis que je suis devant, quand on parle des migrants et des drames des clandestins, je suis devant un drame humain, d'abord. Alors je ne me pose pas la question de savoir si tel ou tel parti ou tel gouvernement a une vision particulière du sujet. Je ne traite pas jamais les sujets d'un point de vue politique. Je me refuse à le faire parce que il m'est arrivé en tant que journaliste, c'est peut-être pas très professionnel, mais d'aller parler avec une famille il n'y a pas très longtemps des Roms, place de la Bastille, qui dormaient ou logeaient dans des cabines téléphoniques et avec des petits enfants. Et après avoir passé une demi-heure avec eux, qui pour un journaliste parfois c'est beaucoup, surtout quand vous avez à faire un sujet de 2 minutes. Mais après avoir passé une demi-heure ou une heure avec eux, moi j'avais pratiquement les larmes aux yeux. Parce que ça me touchait. Et pas en tant que journaliste, mais en tant que personne. Donc je me dis tout le temps que j'ai devant moi des personnes. Et quand je parle avec les rédacteurs en chef, j'essaye aussi de transmettre cette perception. Alors là, c'est peut-être plus simple que vendre un sujet sur le droit des votes ou un sujet sur des sociétés qui touchent directement les migrants, clandestins ou non. Par exemple, le logement. J'ai beaucoup traité les sujets du logement en France, avec malheureusement autant pratiquement de Français que de non-Français. Mais toujours, j'ai essayé d'avoir ce regard humain et oublier un peu le débat des sociétés pour m'intéresser à la personne. Il y a un problème qui se pose, je crois que vous l'avez, et c'est d'ailleurs le sujet, c'est le langage qu'on utilise. Alors là aussi, je préfère nommer les choses par leur nom. J'essaye de ne pas utiliser les mots du vocabulaire politique. Ce qui est très facile pour un journaliste, parce que si vous utilisez le même vocabulaire qu'utilisent les politiques, vos lecteurs, vos spectateurs vont tout de suite comprendre. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, hein? Ça, c'est autre chose. Alors, j'essaye de ne pas utiliser le langage des politiques dans le vocabulaire que je utilise. Et ce qui est parfois compliqué, parce qu'on est limité par le nombre de mots préécrits, on est limité au nombre d'essais dans les chroniques radio au télé. Et quand j'interroge les politiques sur des sujets traitant des clandestins, par exemple, si je décèle que dans ces propos, il y a des tergiversations ou il y a tout simplement des ambiguïtés, je
je corrige dans ma chronique. Je l'indique. Il a déclaré ça, mais quand il parle de ça, c'est pas ça qu'il voulait, c'est pas ça qu'il aurait dû dire entre guillemets. Hein. Donc, comme je disais, c'est assez compliqué. Et puis, j'essaye toujours de faire attention quand on parle encore des mots d'origine albanais. Quand on dit des Roms, et là il y a les Roumains, qu'ils soient des Roms ou pas, enfin, voilà, il y a tout est mélangé. Hein, donc il y a les et j'essaye d'éviter le terme effectivement musulman, d'origine musulmane, donc parce qu'effectivement ça stigmatise. Alors c'est facile, encore une fois, pour un journaliste parfois de le faire. Il m'est arrivé d'être corrigé, notamment en presse écrite, et voir le lendemain de l'article et des mots qui ont été changés parce qu'on gagnait 3 mots dans une ligne. Il faut juste derrière aller indiquer au rédacteur en chef qu'on n'est pas du tout d'accord et que c'est pas ça. Mais l'idée principale, c'est qu'il faut toujours être attentif à la personne et au sujet qu'on traite. Encore une fois, j'essaie de jamais oublier que ce sont des personnes et qu'il y a des drames. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que je me suis dit, mais je suis un émigré. Je suis arrivé, je racontais cette anecdote tout à l'heure, je suis arrivé pour étudier en France en 82, donc l'Espagne n'était pas membre de la communauté européenne, et donc j'allais à la préfecture de Nanterre demander le renouvellement de ma carte. Alors j'étais dehors, sous la pluie, en hiver, avec des Noirs, des Arabes, des Persans. Et je disais, j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, donc j'ai débarqué de l'Espagne, je disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on peut garder des personnes pendant des heures à la rue pour leur dire à la fin, ah ben écoutez, ça y est, on ferme parce que les 4 heures où les guichets sont ouverts, c'est fini. Alors j'essaye de me dire que j'ai vécu ça, ce qui est vrai. Hein. Parce que, encore une fois, en 82, il fallait demander des papiers. Je vous rappelle qu'en 81, les frontières ont été fermées en France, donc il n'y avait plus des migrations normalement. Donc, pour avoir des papiers, c'était compliqué. Et ça, j'essaie de ne pas l'oublier. Voilà, il y a les journalistes donc, qui ont été pris à partie, peut-être de manière c'est bien. un peu... Oui, moi je voulais intervenir sur plusieurs questions. Effectivement, on utilise beaucoup les mots pression et flux migratoire, mais ça en revient, c'est du langage politique qui a été inventé dans les cabinets ministériels. Alors, quand je disais, on fait très attention à j'ai fait très attention à ne pas utiliser le langage politique, même si parfois c'est très facile. Et je voudrais vous donner un exemple. En Espagne, on le disait tout à l'heure, hors micro, en Espagne, avec l'arrivée de Zapatero, président socialiste, l'une des premières choses qu'il a fait, ça a été de changer la dénomination des émigrés. Il n'y avait plus d'émigrés, des émigrés espagnols, enfin des gens espagnols qui émigraient. C'était des Espagnols résidant à l'étranger. Ça avait un sens politique. L'Espagne, pays développé, avec une croissance incroyable, ne pouvait pas avoir 2,5 millions de personnes à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le nom. Et donc, il n'y a plus d'émigrés, on parle des Espagnols à l'étranger. Et moi, en tant que journaliste, quand j'écris pour l'Espagne, je me refusais à l'époque à parler des Espagnols à l'étranger parce que un cadre d'une multinationale en poste à Paris est peut-être un Espagnol à l'étranger, mais un émigré, ça a un sens. Et l'équiparer à ce cadre à l'étranger pendant 4 ans, qui vit à Neuilly, ou dans le 16e, ou dans le 8e, n'a aucun sens. Donc, voilà effectivement le sens des mots. Quand je parle des clandestins, j'essaye de ne pas parler des clandestins. J'utilise souvent, ou au moins j'essaye de dire, voilà, c'est des gens qui n'ont pas un titre de séjour. Ils n'ont pas un titre de séjour. J'essaye, enfin ce que je fais, rappeler que ne pas avoir un titre de séjour n'est pas un délit, c'est une infraction administrative. Alors, je l'écris et je l'ai dit dans mes chroniques à la télé parce que c'est pas un délit et donc c'est pas un délinquant. Et sur ce constat, je réponds à Martine et à la personne qui nous a interpellés. Où sont les journalistes? Combien de fois, depuis 26 mois que je travaille pour une télé internationale,
combien de fois on me dit dans les manifs, mais où sont les journalistes français? Et on se retrouve à 2, 3 médias étrangers. Et parfois, je me retrouve tout seul avec mon caméraman pour traiter des sujets. C'est vrai. Alors, Martine, peut-être qu'elle se rappelle maintenant, mais je l'ai interviewée lors des élections municipales devant la mairie du 18e avec la liste des 100 voix. Alors, je devais proposer des sujets pour les élections municipales et je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on va proposer? J'ai proposé la liste des 100 voix. Je n'ai pas proposé aller voir Nathalie Kosciusko-Morizet ou Anne Hidalgo, que j'aurais vendu facilement. Anne Hidalgo, elle est née à Cadix. Donc, non, j'ai proposé la liste des 100 voix et on a fait un sujet sur la liste de 100 voix. Mais je reconnais que c'est très compliqué, même pour un correspondant étranger, de faire accepter ces sujets, mais c'est encore plus compliqué pour un journaliste français dans une rédaction centrale de vendre ces sujets. Ce que disait donc ma collègue. Donc vous allez voir les rédacteurs en chef, ils vous disent les 100 voix. Non, va faire un truc sur Anne Hidalgo ou sur Nathalie, hein, mais pas les 100 voix. Donc effectivement, nous avons à faire un travail. On fait un travail pédagogique auprès de nos rédacteurs en chef, ce qui est complètement illogique puisque ça devrait être à l'inverse en fait. Excusez-moi. Ça veut dire que vous n'exercez pas votre métier tranquillement et comme vous voulez. C'est une obligation. C'est difficile de parler d'immigration, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est compliqué. Eh ben, ça veut dire le métier de journaliste, je suis désolée, avec point d'interrogation, c'est ça, hein? Tout simplement. Mais tout écoutez, simplement, parce que moi parfois je me pose la moi, question. je prends la parole en tant que sans papier. Nous, sans papier, on compte beaucoup sur les journalistes. Parce que c'est vous. Oui. C'est vous qui transmettez en fait notre message quand on est dans la rue. On cherche qui? Les journalistes. Moi personnellement, quand je suis dans la rue, je cherche pas un petit peu partout les journalistes, parce que le soir chez moi, je dis oui, voilà, oh là là, ils vont parler de nous, notre message va être voilà, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite, ça va être diffusé, et ça va sensibiliser l'opinion publique. Mais malheureusement, c'est pas ça. Dernière, en fait, je suis désolée, à Solferino, il y avait une très grande manif. J'étais sûre et certain qu'on va parler de nous. Mais il y a ce soir, j'étais en train de chercher, il parlait d'une star qui a raté comment dirais-je, sa chirurgie esthétique. Vous voyez, c'est grave quand même. Alors du coup... Bon, Marianne voulait dire quelque chose pour défendre les journalistes. Enfin, j'aimerais réagir. Pourquoi tout le monde parle de la même chose? D'abord parce que c'est l'info, en quelque sorte, quotidienne, et puis parce que les médias se copient. J'ai travaillé très longtemps en Espagne, dans une radio, et il était impensable qu'on ne parle pas de la première page d'El País. Si lui parlait des grenouilles, nous, on faisait une chronique sur les grenouilles. Parce que si vous ne parlez pas des grenouilles, vous avez raté un truc, parce que El País parle de ça. Alors, en France, c'est pareil. Hein. Si le monde parle de n'importe quoi en première, tout le monde va parler de n'importe quoi en première. Dans les radios et dans les autres médias. Donc ça, c'est aussi illogique. Et puis, la présence des politiques dans les plateaux. Deux choses. Premièrement, on a les chaînes d'infos en continu, donc que ce soit BFM en France ou iTélé, par exemple. C'est pas cher de faire une télé quand vous invitez des politiques à rallonge qui viennent vous raconter pour occuper l'antenne pendant des heures. Et puis, comme ça, vous êtes en bon terme avec eux. Changez le système. N'invitez pas des politiques, invitez des journalistes pour les débats. Moi, je participe parfois à iTélé dans des débats qu'avec des journalistes. Le temps change complètement. On peut aussi inviter des vrais gens. Ou des vrais gens, non, mais la langue des bois, c'est fini. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, inviter des journalistes, parfois, c'est beaucoup plus cher qu'inviter des politiques. Donc ça, il faut le savoir aussi. La gestion, il y a des gestionnaires. Nous, on essaye. Nous, on nous demande parfois de raconter en 45 secondes dans une chronique radio une journée de débat dans un séminaire. Alors, racontez ça, comment est-ce que vous voulez le raconter? Donc vous simplifiez à tel point que vous ne racontez rien du tout, vous faites juste des titres. Mais là, malheureusement, ça ne dépend pas des journalistes qui sont sur le terrain. Je dirais c'est comme ça, on essaye de le changer. Effectivement, à France Culture, c'est particulier parce qu'ils ont l'opportunité de faire des documentaires, mais ce qui n'est pas le cas dans toutes les radios et encore moins dans toutes les télés.